À la fin de l'été 1929, les habitants de Düsseldorf, une ville de l'ouest de l'Allemagne, commencèrent à craindre ce qu'ils pensaient être plusieurs tueurs inconnus rôdant dans les rues et s'en prenant aux personnes vulnérables. Personne n'était à l'abri des tueurs dont les victimes allèrent d'hommes adultes à de jeunes enfants. Cette grande diversité de cibles a conduit les enquêteurs à penser que plusieurs personnes étaient responsables des meurtres, la plus jeune victime étant une fillette de 5 ans. Lorsque Peter Kürtin, âgé de 47 ans, s'est rendu à la police au printemps 1930 en affirmant être responsable des crimes commis par le vampire de Düsseldorf, cela a surpris beaucoup de monde. Non seulement la police qui envisageait encore l'idée que les récents meurtres étaient le fait de plusieurs personnes, mais aussi sa propre femme, qui n'aurait jamais imaginé un instant que Kürtin était capable de commettre des crimes aussi horribles. Bien que certaines réponses aient été données, de nombreuses questions demeuraient. Qui était Peter Kürtin et qu'est-ce qui l'a poussé à devenir un tueur aussi brutal ? Dans ce documentaire, nous cherchons à éclaircir ces questions et bien d'autres en nous penchant sur l'affaire troublante de Peter Kürtin, le vampire de Düsseldorf. D'après tous les témoignages, Peter Kürtin a eu une enfance extrêmement sombre et violente. Né le 26 mai 1883 à Mülheim, aujourd'hui un quartier de Cologne, Kürtin était l'aîné de 13 enfants. Il a passé sa jeunesse dans la pauvreté, où 2 de ses frères et sœurs plus jeunes sont morts en bas âge. Sa famille vivait dans un appartement d'une seule pièce. Son enfance a été marquée par des violences physiques, souvent infligées par son père, qui était mouleur de sable de métier, mais aussi un buveur invétéré qui, dans ses accès d'ivresse, passait son temps à la maison à battre sa femme et ses enfants. Homme sans pitié, le père de Kürtin rassemblait souvent ses enfants devant lui et les obligeait à regarder pendant qu'il violait leur mère. Quant à elle, la mère de Kürtin a été contrainte de supporter un mariage violent et sans amour. En Allemagne, au XIXe siècle, elle n'avait pas d'autres options. Ce n'est qu'en 1897 qu'elle a pu se libérer de son mari, lorsqu'il a été emprisonné pour inceste après avoir violé à plusieurs reprises la fille aînée du couple, qui avait alors 13 ans. Peu après la condamnation, la mère de Kürtin a obtenu une ordonnance de séparation. Elle se remariera plus tard et déménagera à Düsseldorf. À l'âge de 9 ans, Kürtin aurait commis ses premiers meurtres en poussant un ami dont il savait qu'il nageait mal, d'un radeau alors qu'il jouait sur le Rhin. Un autre jeune garçon présent sur les lieux, qui a vu l'enfant se noyer, a sauté à l'eau pour le sauver. Kürtin a poussé les 2 garçons sous le radeau, maintenant le nageur le plus fort sous l'eau jusqu'à ce que les 2 enfants meurent. Il a ensuite été établi qu'ils étaient morts par noyade accidentelle et Kürtin, âgé de 9 ans, n'a jamais été soupçonné d'implication. À peu près à la même époque, il s'est lié d'amitié avec un voisin, un homme qui travaillait comme employé de la fourrière locale et qui vivait dans le même immeuble que les Kürtin. Kürtin a commencé à accompagner l'attrapeur de chiens lors de ses tournées et a rapidement été exposé à d'autres violences de grotesques lorsque l'homme a commencé à tuer, torturer et abuser sexuellement des chiens. Il ne fallut pas longtemps avant que Kürtin commence à imiter ses méthodes, déversant la frustration et la négligence dont il était victime au sein de sa famille sur les créatures sans défense capturées par son nouvel ami. Cependant, Kürtin n'avait pas qu'un seul ami durant son enfance. Il fuyait fréquemment la maison pendant des semaines à cause des mauvais traitements infligés par son père et il passait ces périodes en compagnie de petits criminels et d'autres marginaux. Grâce à ses compagnons, il apprit les petits délits qu'il pouvait commettre, ce qui l'aidait à se nourrir et à s'habiller alors qu'il vivait dans la rue.
Curtin était connu pour être un bon élève à l'école, mais il avait souvent du mal à être régulier à cause des mauvais traitements qu'il subissait chez lui. Comme Curtin était l'aîné des enfants, il souffrait souvent plus que tous ses frères et sœurs. À propos des mauvais traitements de son père, il déclarera plus tard « Je n'ai jamais aimé mon père, mais je l'ai toujours craint. Dès mon plus jeune âge, j'ai vu mon père comme un monstre. » Il ne fallut pas longtemps avant que les comportements que Curtin avait appris de son ami abuseur d'animaux se manifestent, lorsqu'à l'âge de 13 ans, il entama sa première relation avec une fille. Bien qu'elle ait permis à Curtin de lui enlever ses vêtements et de la toucher, elle a rejeté ses tentatives d'avoir des rapports sexuels. En conséquence, Curtin, sexuellement frustré, a commencé à abuser des animaux dans les écuries locales, y compris des moutons, des cochons et des chèvres, alors qu'il se livrait à la bestialité. Il a déclaré plus tard qu'il éprouvait le plus grand plaisir à poignarder les animaux juste avant d'atteindre l'orgasme. À la suite de cette découverte, il a commencé fréquemment à poignarder et à lacérer les animaux qu'il maltraitait sexuellement afin d'atteindre l'orgasme. Il a finalement été découvert en train de poignarder un cochon et a ensuite affirmé que ce comportement avait cessé après avoir été surpris. Il est rapporté qu'à cette époque, Curtin aurait tenté de violer la même sœur qui avait été victime d'abus sexuels de la part de leur père. Après avoir quitté l'école en 1897, le père de Curtin insista pour qu'il devienne mouleur comme lui. Alors l'adolescent acquiesça et trouva un emploi comme apprenti mouleur. Pendant 2 ans, il travailla jusqu'à ce qu'il finisse par se lasser de ce métier, car il était souvent battu et réprimandé dans le cadre de son travail. Il décida de voler environ 300 marks à son employeur, ainsi que tout l'argent qu'il pouvait trouver chez lui, avant de fuir la ville. Il s'installa dans la ville de Coblence, où il commença à fréquenter une travailleuse du sexe de quelques années son aînée. Il affirmait que cette femme lui permettait de faire tout ce qu'il voulait sexuellement et se soumettait à tous ses désirs, aussi tordus soient-ils. Cependant, à peine 1 mois après son arrivée à Coblence, il fut arrêté par les autorités et inculpé de violation de domicile et de vol, délits pour lesquels il fut reconnu coupable et condamné à 1 mois de prison. Curtin fut libéré de prison en août 1899, mais son séjour derrière les barreaux ne le détourna pas de la vie criminelle, car il recommença immédiatement à commettre de petits délits. Il passa les 19 années suivantes de sa vie à entrer et sortir de prison, et affirma plus tard que l'expérience horrible qu'il avait vécue dans le système pénitentiaire l'avait poussé à se fixer comme objectif de se venger de la société. Entre 1899 et 1918, Curtin fut inculpé de multiples vols, actes de violence, désertion, incendies criminels et même tentatives de meurtre. Il avait vraiment adopté sa vie de criminel. Décrit comme séduisant et charismatique, il n'avait aucune difficulté à attirer les femmes à l'âge adulte. Mais ses tendances violentes, son manque d'empathie et sa faible compréhension des gens et de leurs émotions faisaient qu'il avait du mal à créer et à maintenir des liens solides avec les femmes qu'il fréquentait. Dans sa confession de 1930 aux enquêteurs, Curtin a affirmé avoir commis son premier meurtre en novembre 1899. Selon son récit, il a abordé une jeune fille de 18 ans et l'a persuadée de l'accompagner au Hofgarten, un jardin public de Düsseldorf. Là, le couple a eu des rapports sexuels avant que Curtin ne l'étrangle de ses propres mains. Il pensait l'avoir tué et a abandonné son corps sur les lieux. Il est à noter qu'aucun document n'existe pour corroborer ce récit. Aucun corps n'a été retrouvé dans les jardins à l'époque du meurtre présumé, et certains ont émis l'hypothèse que la victime aurait survécu à cette agression, peut-être sans signaler l'attaque à la police. Curtin a ajouté qu'en accomplissant cet acte, il s'était prouvé à lui-même que seule une telle violence pouvait le conduire à l'extase sexuelle la plus intense. 1 an après cette agression en 1900, Curtin a été arrêté pour fraude. Il serait de nouveau arrêté plus tard la même année pour la même accusation, mais à ce moment-là, d'autres chefs d'accusation furent ajoutés à son acte d'accusation, notamment le vol et la tentative de meurtre avec une arme à feu. Il a donc été condamné à 4 ans de prison. Après sa libération en 1904, il a été enrôlé dans l'armée impériale allemande et déployé dans la ville de Metz, en Lorraine, où il a servi dans le 98e régiment d'infanterie
Peu de temps après, Curtin a décidé que la vie militaire n'était pas faite pour lui et il a donc déserté. Plus tard cette année-là, il a commencé à commettre des incendies criminels et il semblait éprouver une certaine satisfaction à regarder de loin les pompiers tenter d'éteindre l'incendie qu'il avait déclenché. Beaucoup de ces incendies ont eu lieu dans des granges et des greniers à foin, et il admettra plus tard aux enquêteurs qu'il avait commis environ 24 actes d'incendie criminels au moment de son arrestation en 1930. Il a avoué à ce moment-là qu'il était sexuellement excité par les incendies et qu'il espérait aussi, en les allumant, brûler les sans-abri qui trouvaient de refuge dans ces structures. Le premier meurtre documenté de Curtin a eu lieu le 25 mai 1913. Il s'est souvenu de l'événement lors de son procès en 1931. Je volais en me spécialisant dans les cafés ou les auberges où les propriétaires vivaient à l'étage au-dessus. Dans une chambre au-dessus d'une auberge à Kolmulheim, j'ai découvert un enfant d'environ 10 ans endormi. Sa tête était tournée vers la fenêtre. Je l'ai saisi de la main gauche et étranglé environ 1 minute et demie. L'enfant s'est réveillé, s'est débattu, puis a perdu connaissance. J'avais un petit couteau de poche bien aiguisé avec moi et j'ai tenu la tête de l'enfant pour lui trancher la gorge. L'enfant à laquelle Curtin faisait référence était une fillette de 9 ans nommée Christine Klein, qu'il a découverte alors qu'il cambriolait une taverne dans l'actuelle Cologne. Il a déclaré que l'attaque avait duré environ 3 minutes et a ajouté, de façon horrifiante, qu'il avait éjaculé en entendant le sang de la blessure au cou de Christine couler sur le sol. Après le crime, il a reverrouillé la porte et quitté les lieux. Le lendemain, Curtin est retourné dans le quartier afin de boire dans une taverne en face de l'endroit où il avait tué Christine. Il a écouté les conversations autour de lui afin de savoir ce que les habitants pensaient de l'événement. Il se souvient plus tard avoir ressenti un vif plaisir face au dégoût et à l'indignation manifestés par les clients du bar. Curtin a également admis avoir ressenti une excitation sexuelle extrême lors de cette épreuve, car il lui arrivait parfois de se rendre sur la tombe de la jeune fille, et il a affirmé que lorsqu'il touchait la terre qui la recouvrait, il éjaculait spontanément. Curtin ne fut pas soupçonné dans l'affaire de Christine. Il était pratiquement inconnu des enquêteurs chargés d'enquêter sur son homicide. Au lieu de cela, c'est son oncle, qui s'était disputé avec son père peu de temps avant sa mort, qui devint le suspect numéro 1. L'oncle aurait dit au père, lors d'une dispute verbale, qu'il ferait quelque chose dont il se souviendrait toute sa vie. Alors que l'oncle a été accusé de meurtre, il a heureusement été acquitté par un jury qui a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Comme la police n'avait plus aucune piste dans l'affaire et aucun autre individu suspect à interroger, le meurtre de Christine est resté non résolu pendant 18 ans. Cependant, la désertion militaire de Curtin allait bientôt le rattraper. Il a été jugé par les tribunaux militaires et condamné non seulement pour ce crime, mais aussi pour plusieurs chefs d'incendie criminels, de vol et de tentatives de vol. Il a finalement été condamné à 6 ans de prison et a purgé sa peine à Münster, mais il a passé la majeure partie de ce temps à l'isolement en raison de son insubordination. Cela a entraîné l'ajout de 2 années supplémentaires à sa peine. Curtin a ensuite affirmé que ce passage en prison a déclenché ses premiers fantasmes sexuels violents et explicites. Lorsqu'il pensait à tuer, il devenait sexuellement excité. Les années les plus ordinaires de la vie de Curtin se situent entre 1921 et 1925, lorsqu'il s'est installé à Altenburg après sa libération. Durant cette période, il n'est pas connu pour avoir commis de délits ou de meurtres. D'après tous les témoignages, il a passé ces 4 années de sa vie comme beaucoup d'autres hommes de son âge, finissant par se fiancer avec une femme nommée Auguste Scharf. Auguste est né le 20 février 1880 à Wilkow, en Pologne. En 1896, elle a déménagé à Berlin où elle a travaillé comme femme de ménage. Mais 1 an plus tard, elle est partie pour Leipzig où elle a emménagé chez son frère. Apparemment une femme ordinaire en apparence, Auguste avait un passé meurtrier qui lui était propre. En 1903, Auguste a rencontré un technicien culturel hautain dont le nom reste inconnu.
Bien qu'il lui ait promis de l'épouser, 7 ans plus tard, la promesse fut rompue. Ses parents étaient furieux et ont consulté des avocats pour tenter de régler le différend financièrement. Mais pour Auguste, âgé de 30 ans, cela ne suffisait pas. Prenant les choses en main et poussé par la colère, la frustration et la trahison, Auguste a confronté son ancien amant chez lui et l'a abattu. Elle a été condamnée à 5 ans de prison en 1911, mais a été libérée plus tôt en 1915. Après avoir passé quelque temps à Leipzig avec sa sœur, Auguste a déménagé à Altenbourg en 1921 où elle allait rencontrer Curtin. Elle se souvenait qu'au début, elle ne l'aimait pas vraiment, mais quelque chose semblait avoir changé puisque les deux se sont finalement mariés après 2 ans de relation. Bien qu'elle ait dit à Curtin qu'elle avait tué son ex, il ne lui a jamais parlé de ses crimes jusqu'à juste avant de se livrer aux autorités en 1930. D'après tous les témoignages, il n'a jamais été violent envers Auguste et semble avoir été un mari ordinaire, voire aimant. Cependant, Curtin se souvenait que, bien qu'elle n'ait jamais vu son côté violent, il ne pouvait avoir de rapport avec elle qu'en fantasmant sur des actes violents envers d'autres. À cette époque, Curtin occupait également un emploi stable et devint un responsable syndical actif. Cependant, il restait généralement un solitaire, incapable de créer des liens durables avec ses collègues. En 1925, Curtin et Auguste sont retournés à Düsseldorf. Après le déménagement, le comportement de Curtin s'était dégradé, car il a commencé plusieurs liaisons, l'une avec une jeune servante nommée Ted et une autre avec une femme de ménage nommée Meg. Curtin a soumis les 2 femmes à des étranglements pendant les rapports sexuels, et il aurait même dit un jour à Ted « Ça m'a ekfra on le senta en des étites, c'est ça, l'amour ». Auguste a découvert les liaisons, et les 2 femmes ont donné des versions différentes. Mesh a allégué que Curtin l'avait violée, tandis que Taïd l'a signalé à la police, notant qu'il l'avait séduite. Après l'abandon de l'accusation de viol, Curtin a écopé de 8 mois de prison pour séduction et comportement menaçant. Il a purgé 6 mois et a été libéré plus tôt à condition de quitter Düsseldorf, bien qu'il ait pu faire appel de cette décision, ce qui lui a permis de rester dans la ville. À partir de ce moment, il semble que les crimes de Curtin aient commencé à s'intensifier. Le 3 février 1929, il a suivi une femme d'âge moyen nommée Apollonia Kuhn dans les rues de la ville, attendant le moment propice pour frapper. Ce n'est que lorsqu'elle fut cachée à la vue de témoins potentiels par des buissons qu'il l'a finalement attaquée, la saisissant par les revers de son manteau et criant « Non, Ro, ne crie pas !» Curtin a ensuite traîné Apollonia plus loin, hors de vue, dans les broussailles voisines, avant de la poignarder avec une paire de ciseaux aiguisés. Alors qu'elle criait à l'aide, Curtin, craignant d'être attrapé, s'est enfui. Il a réussi à poignarder Apollonia 24 fois autour de la tête, du torse et des bras, certains coups étant si violents qu'ils ont frappé ses os. Malgré la brutalité de l'attaque, Apollonia a survécu. 6 jours plus tard, le 9 février, vers 9 h du matin, des ouvriers ont découvert un cadavre sous une haie près du bâtiment sur lequel ils travaillaient, dans le quartier de Flingern à Düsseldorf. Le corps appartenait à Rosa Oliger, âgée de 9 ans. Elle était entièrement vêtue et recouverte d'une cape, mais une partie du tissu avait été brûlée et sentait l'essence. Il y avait 13 blessures sur le côté gauche de la poitrine de Rosa, dont 5 avaient pénétré le cœur. Le docteur Karlberg, le psychiatre qui a écrit un livre sur Curtin en 1931, a noté que la mort de la petite fille aurait été rapide, car il n'y avait pas de sang sur les lieux où le corps de Rosa a été retrouvé. Il a été conclu qu'elle avait été tuée ailleurs. Il a aussi été établi que le feu ayant brûlé ses vêtements, une partie de son visage et de ses cheveux avait été allumée après sa mort. La mort de Rosa est survenue entre 18 et 19 heures, le 8 février, la veille de sa découverte. Elle avait rendu visite à une amie dans l'après-midi et était partie vers 18 heures pour rentrer chez sa mère avant la tombée de la nuit. C'était un court trajet qui impliquait que la fillette de 9 ans emprunte un sentier public, mais pendant ce bref déplacement, elle avait disparu. Après avoir été enlevée par Curtin, elle a été étranglée jusqu'à perdre connaissance avant d'être poignardée avec des ciseaux.
Il aurait éjaculé en poignardant Rosa. Il est également devenu sexuellement excité après avoir incendié son corps, atteignant apparemment l'orgasme devant les flammes. 5 jours ont passé avant que Kurtan ne frappe de nouveau. Cette fois, sa victime était Rudolf Scheer, âgé de 45 ans, dont le corps a été découvert en périphérie de la ville, dans le quartier de Flingern. Rudolf a été poignardé 20 fois, l'attaque étant fortement concentrée sur son cou, qui a subi 16 blessures. 3 des 21 blessures subies se sont révélées mortelles. Un coup de couteau à la tempe, un coup de couteau au cou et une autre blessure dans le dos. La blessure de Rudolf suggérait qu'il avait été attaqué par derrière et il a été déterminé qu'il quittait un pub pour rentrer chez lui en état d'ivresse avant l'agression mortelle. Il a été conclu qu'il avait été attaqué entre 23h et minuit, bien que son corps n'ait été découvert que le lendemain matin. Kurtin, après la découverte du cadavre, serait retourné sur les lieux du crime pour parler avec les enquêteurs, où il a faussement informé un officier qu'il avait entendu parler du meurtre par téléphone. Bien que les victimes aient été très différentes, les enquêteurs ont conclu qu'un seul auteur était responsable pour plusieurs raisons. D'abord, les 3 incidents ont eu lieu dans le quartier de Flingern au crépuscule. Deuxièmement, toutes les victimes avaient été poignardées à plusieurs reprises en très peu de temps. Troisièmement, chaque victime avait reçu un coup de couteau à la tempe. Et enfin, aucun autre mobile, comme le vol, n'a été relevé. Les criminologues ont noté à quel point le criminel était étrange, car la plupart des tueurs ont tendance à cibler des victimes similaires. Pendant plusieurs mois, le tueur de Düsseldorf s'est fait discret. Entre mars et juillet 1929, Kurtin a tenté sans succès d'étrangler 4 femmes, mais c'est l'œuvre d'un autre individu violent qui a attiré l'attention de la police au printemps de cette année-là. Erna Penning avait 16 ans le soir du 2 avril, lorsqu'elle a été agressée. En rentrant chez elle à pied, elle a entendu des pas derrière, sans rien remarquer d'anormal d'abord. Au lieu de cela, elle pensait que c'était son ami. Alors Erna a relevé le col de son manteau pour cacher son visage et faire une blague, mais tout à coup, un nœud coulant a été jeté sur sa tête. Erna se souvient. « J'avais mes mains sous la corde et de toutes mes forces. J'ai essayé d'empêcher l'homme de resserrer le nœud coulant. J'ai vu qu'il était très excité et s'efforçait de resserrer le nœud coulant. Je suis tombé dans le fossé vers la berge. L'homme tenait le nœud coulant d'une main, tandis que l'autre main m'étranglait. Le coupable a ensuite retourné Erna sur le dos et s'est agenouillé pour continuer à l'étrangler. Alors qu'elle luttait désespérément pour sa vie, la jeune fille de 16 ans attrapa le nez de son agresseur et lui pinça les narines, réussissant finalement à le repousser pendant 1 minute afin de pouvoir se relever. À ce moment-là, l'homme sembla admettre sa défaite en s'éloignant d'elle et en retirant la corde, sans dire un mot. Saisissant sa chance, Erna s'enfuit, parvenant à s'échapper cette nuit-là avec la vie sauve. Le lendemain, l'agresseur a frappé de nouveau. Le soir du 3 avril, une femme marchait dans une rue mal éclairée lorsqu'elle a entendu des pas derrière elle et a senti quelqu'un s'approcher rapidement d'elle. Elle a ralenti pour laisser passer la personne, mais comme la femme s'en souvient, l'homme a dû me sauter dessus très rapidement parce que, soudainement, quelque chose m'a été passé sur la tête et j'ai été violemment tiré en arrière. Elle n'a pas pu crier à l'aide car l'homme lui avait enfoncé un mouchoir dans la bouche et il l'a traînée avec succès en arrière, hors de la route, jusque dans un champ voisin. Il a continué à resserrer le nœud coulant et à écouter la respiration de la femme avant de la traîner encore sur 10 mètres dans l'obscurité. Dans sa déclaration, elle a dit « J'ai entendu des pas approcher et tenté de crier sans y parvenir. Je me suis débattu en donnant des coups de jambe. C'est alors que j'ai été relâché et que l'homme s'est retourné et s'est enfui à travers le champ. J'ai desserré la boucle et je me suis traîné vers des gens qui se tenaient en sur la route. Un autre homme a assisté à l'attaque et a alerté les autorités. J'ai vu qu'un homme traînait une femme derrière lui à travers les champs. Elle n'était pas à 4 pattes, mais était littéralement traînée sur le sol. Il a rapidement été découvert que l'auteur de ces 2 agressions était un jeune homme de 20 ans, nommé seulement Stasberg dans les sources. Il a été prouvé qu'il était l'agresseur grâce à ses aveux, extrêmement détaillés et conformes au récit des victimes. En raison du niveau de violence dont il a fait preuve lors de ses attaques, les enquêteurs ont supposé qu'il était responsable des 3 meurtres à Flingern.
Lorsqu'on l'a confronté à cette théorie, Stasberg aurait avoué, mais son récit concernant le meurtre de Rosa Oliger ne correspondait pas aux faits de l'affaire. Pourtant, les autorités pensaient avoir trouvé leur homme. Ils n'ont compris leur erreur que lorsque le vrai meurtrier a frappé à nouveau alors que Stasberg était en psychiatrie. Le 8 août, Curtin a rencontré Maria Anne, une jeune femme qu'il a décrite comme une fille cherchant à se marier. Il a organisé un rendez-vous avec elle quelques jours plus tard, le 11 août. Ce jour-là, le couple a passé plusieurs heures ensemble avant que Curtin n'attire Maria dans une prairie afin de lui ôter la vie. Il l'a violée, étranglée et poignardée à plusieurs reprises, admettant plus tard aux enquêteurs qu'elle avait supplié pour sa vie à de nombreuses reprises alors qu'il l'étranglait, la poignardait ou s'asseyait sur son corps en attendant qu'elle meure. 1 heure après le début de l'agression horrible, Maria a finalement succombé. Contrairement à beaucoup de ses victimes, Curtin a décidé d'essayer de cacher le corps en enterrant Maria dans un champ de maïs, car il craignait que sa femme ne voie le sang sur ses vêtements et ne le relie au meurtre si celui-ci était rapporté dans les médias. Plusieurs semaines après le meurtre, il est retourné à l'endroit où il avait enterré le cadavre, avec l'intention de déterrer Maria et de clouer ses restes à un arbre dans une fausse crucifixion qui choquerait et répugnerait le public. Mais il a découvert que le corps de Maria était trop lourd à soulever ainsi. Il a déclaré plus tard qu'il avait enlacé et caressé le cadavre avant d'enterrer à nouveau le corps, ajoutant qu'il retournait fréquemment sur le lieu de l'enterrement et qu'à chaque fois qu'il pensait à ce qui reposait là, il était rempli de satisfaction. Après ce meurtre, Curtin a décidé de changer d'arme, optant pour un couteau dans le but de persuader les forces de l'ordre qu'il y avait plusieurs individus meurtriers impliqués dans ces différentes attaques. Le 21 août, il a poignardé 3 personnes lors d'attaques distinctes et toutes ont survécu à l'épreuve. Les victimes ont rappelé que l'agresseur n'avait rien dit et que les rencontres étaient brèves et soudaines. 3 jours plus tard, dans la soirée du 24 août, Gertrude Hamacher, âgée de 5 ans, et sa sœur adoptive de 14 ans, Louisa Lensen, sont sorties ensemble mais ne sont jamais rentrées chez elles. Leurs parents inquiets ont commencé à chercher les enfants, mais aucune trace d'elles n'a été trouvée. Ce n'est qu'à 6 heures du matin le lendemain que leurs corps ont été retrouvés dans un jardin ouvrier à 200 mètres de leur domicile. Les 2 enfants étaient allongés face contre terre, entièrement habillés, sans agression sexuelle. Cependant, les 2 filles avaient été étranglées et égorgées. Gertrude était morte d'hémorragie après qu'une artère ait été sectionnée. On a découvert plus tard que Curtin avait approché les 2 filles et envoyé Louisa acheter des cigarettes contre de l'argent. Une fois qu'elle était partie, il a tué Gertrude, puis a ôté la vie à Louisa lorsqu'elle était revenue. De façon troublante, Curtin aurait également sucé le sang de plusieurs des plaies de Louisa, une pratique qu'il allait ensuite répéter lors de plusieurs autres meurtres, ce qui lui a finalement valu le surnom de vampire de Düsseldorf. Plus tard, le même jour où les corps des jeunes filles ont été découverts, Curtin a attaqué une domestique de 26 ans nommée Gertrude Schultz. Curtin a demandé à Gertrude de l'accompagner à un marché en plein air, puis ils ont passé du temps dans les prés à proximité. Cependant, lorsque Curtin a tenté d'avoir des relations sexuelles avec la femme de 26 ans, elle l'a repoussé. Gertrude lui aurait dit qu'elle préférait mourir plutôt que d'avoir des relations sexuelles avec lui, ce à quoi Curtin a crié « Alors tu mourras ». Il l'a poignardée à la gorge avant de la poignarder à de nombreuses autres reprises. La dernière blessure a été si violente et agressive que la lame de son poignard s'est brisée. Curtin s'est enfui, mais des passants ayant entendu les cris de Gertrude sont venus la secourir. Heureusement, elle a survécu à ses blessures, mais malheureusement, elle ne connaissait pas vraiment Curtin et n'a pas pu fournir aux enquêteurs une description de lui. En septembre, Curtin a tué 2 autres fois en utilisant des couteaux avant de passer à l'utilisation de marteaux. Une domestique de 31 ans nommée Ida Reuter a été sa première victime tuée au marteau. Elle a été retrouvée morte le 30 septembre et, comme les victimes précédentes de Curtin, Ida avait été mise en scène, ses vêtements étaient en désordre et ses jambes écartées. Les preuves ont révélé qu'elle avait été traînée jusqu'à l'endroit où elle a été retrouvée et que l'auteur avait pris ses sous-vêtements et le contenu de son sac. Curtin avait rencontré Ida à la gare de Düsseldorf et l'avait persuadée de l'accompagner dans un café à proximité avant qu'ils ne décident de se promener ensemble dans un jardin public.
Là, il l'a frappée à la tête avec son marteau avant de la violer. Curtin a ensuite infligé d'autres blessures à Ida avec l'arme. Bien qu'elle ait supplié pour sa vie, il n'en avait cure et a continué l'agression avec brutalité. Elisabeth Doria, une jeune domestique de 22 ans, a rencontré Curtin devant un théâtre le 11 octobre. De la même manière que cela s'était passé avec Ida, les deux sont allés dans un café avant de prendre un train pour Grafenberg, où ils ont marché le long de la rivière Klein-Dussel. Là, Elisabeth a été frappée une fois avec le marteau avant d'être agressée sexuellement. Ensuite, Curtin a asséné plusieurs coups à la tête de la jeune femme de 22 ans et l'a laissée pour morte. Elisabeth a été retrouvée dans le coma le lendemain matin et est morte de ses blessures le jour suivant. Le 25 octobre, une femme de 34 ans rentrant chez elle dans le quartier de Flingon a été abordée par un homme qui s'est avéré plus tard être Curtin. Il lui aurait dit « N'as-tu pas peur ? Il s'est déjà passé pas mal de choses ici. » La femme l'a ignoré et a continué à marcher, et il s'est mis à marcher à côté d'elle. 1 heure plus tard, elle a été conduite à l'hôpital après avoir été retrouvée inconsciente. La femme ne se rappelait pas avoir été frappée à la tête avec un marteau. Le soir même, une autre femme a été attaquée dans le Hofgarten. Assommée, elle a vite repris connaissance, puis s'est rendue au poste de police avant d'être conduite à l'hôpital. Elle avait reçu 4 coups à la tête, et il y avait des indices pensant que le marteau de Curtin s'était cassé pendant l'attaque. Le dernier meurtre de Curtin a eu lieu le 7 novembre 1929, lorsqu'il était tombé sur Gertrude Albermann, âgée de 5 ans dans le quartier de Flingern. Il a persuadé la petite fille de l'accompagner vers des jardins ouvriers déserts à proximité, où il l'a étranglée et l'a poignardée 35 fois. À un moment donné pendant l'attaque, Curtin a agressé sexuellement Gertrude. Horriblement, le docteur Karlberg a suggéré dans son rapport que cela s'était produit alors que la fillette de 5 ans était en train de mourir. À ce moment-là, les meurtres étaient depuis longtemps attribués aux vampires de Düsseldorf, et les autorités en ont conclu que plusieurs tueurs étaient en liberté. En raison des différences entre les victimes, des armes utilisées et du fait que certaines ont été tuées, d'autres seulement blessées. À la fin de 1929, la police de Düsseldorf avait reçu plus de 13 000 lettres du public et chaque piste était suivie avec minutie. Au cours de leur enquête, les détectives ont interrogé plus de 9 000 personnes et recueilli 2 650 indices. Une liste de plus de 90 000 individus a été établie comme liste de suspects. En novembre 1929, 3 mois après avoir tué Maria Anne, Curtin a envoyé une lettre anonyme à un journal local ainsi qu'aux autorités, dans laquelle il a avoué le crime et expliqué que le corps de Maria avait été enterré dans un champ. Il a joint un dessin d'une carte et a décrit l'emplacement des restes. Elle était suffisamment détaillée pour que les enquêteurs la jugent crédible et qu'ils puissent localiser le site d'inhumation et retrouver les restes de Maria le 15 novembre. L'analyse de l'écriture a montré que les 2 lettres avaient été rédigées par la même personne et Curtin avait également écrit des indications sur l'endroit où trouver le corps de Gertrude Albermann, qui avait été retrouvé plus tôt, le jour où la lettre a été reçue. Bien qu'il n'ait plus jamais tué après le meurtre de la petite Gertrude Albermann, âgée de 5 ans entre février et mai 1930, Curtin a continué à blesser 10 autres personnes. Il ne se doutait pas qu'une de ces attaques causerait sa chute. Le 14 mai, Maria Budlik, âgée de 20 ans, a été abordée par un homme non identifié à la gare de Düsseldorf. Après qu'elle ait dit chercher travail et logement, l'homme lui proposa de l'emmener à une auberge locale. Cependant, Maria s'est inquiétée lorsque l'homme a tenté de la conduire à travers un parc mal éclairé et peu fréquenté, et elle a refusé d'y entrer. Le duo a alors commencé à se disputer. Un autre homme, qui se révélera plus tard être Curtin, s'est approché de la femme et lui a demandé si tout allait bien. L'homme non identifié s'est parti, et Curtin a proposé à Maria de venir manger chez lui. Bien qu'elle ait accepté une fois chez lui, elle lui a dit qu'elle ne souhaitait pas avoir de relations sexuelles avec lui. Curtin ne sembla d'abord pas dérangé par cela et dit qu'il allait l'emmener à un hôtel, mais au lieu de cela, il l'a attirée dans la forêt de Grafenberg, l'a saisie à la gorge et a tenté de l'étrangler pendant qu'il la violait. Quand Maria a crié, Curtin l'a lâchée et elle a pu s'enfuir.
Maria n'a jamais signalé l'incident à la police, mais elle a raconté les preuves dans une lettre à une amie qu'elle a mal adressée, ce qui a conduit un employé des postes à l'ouvrir. Après avoir lu le contenu de la lettre, l'employé l'a transmise à la police, qui s'est demandé si l'homme qui avait agressé Maria était d'une quelconque manière lié à la récente série d'agressions et de meurtres. Interrogée par les enquêteurs, elle n'a pas pu se rappeler l'adresse exacte de son agresseur. Elle a pu les mener jusqu'à la propriété. La propriétaire a confirmé que le locataire de la chambre était Peter Curtin. Bien qu'il n'était pas chez lui à leur arrivée, Curtin est revenu à l'immeuble peu de temps après et a vu des policiers debout dans le couloir commun. En conséquence, il est reparti sans retourner dans sa chambre. Il savait maintenant que son identité était connue des forces de l'ordre, et, craignant d'être lié à ces crimes, il a dit à sa femme Auguste qu'il avait violé Maria Budlik, et qu'il avait peur d'être condamné à 15 ans à cause de ses antécédents criminels. Auguste a accepté qu'il parte un moment. Curtin a ensuite séjourné dans un autre quartier de Düsseldorf pendant plus d'une semaine avant de rentrer chez lui le 23 mai. Quelque chose en lui semblait avoir changé à son retour cependant, car il décida de dire à Auguste qu'il était le vampire de Düsseldorf, et il l'encouragea à le dénoncer afin qu'elle reçoive la prime offerte. Elle n'attendit pas qu'on le lui répète et le dénonça aux enquêteurs le lendemain. Elle exprima sa stupéfaction face au niveau de violence de son mari, notant que même s'il avait un casier judiciaire, elle ne savait pas qu'il était capable d'une brutalité aussi déchaînée. La police a arrêté Curtin devant une église le jour où sa femme l'a dénoncé, sous la menace d'une arme. Curtin, de son côté, n'a pas résisté et, une fois en garde à vue, a librement avoué ses crimes, disant aux enquêteurs qu'il était également responsable du meurtre de Christine Klein, la fillette de 9 ans qu'il avait tuée lors d'un cambriolage en 1913, ainsi que de la tentative de meurtre de Gertrude Franken en 1913. Aucune de ces affaires n'avait auparavant été attribuée au vampire de Düsseldorf. Curtin a finalement avoué 68 crimes dont 9 meurtres et 31 tentatives de meurtre. Il a affirmé que ces actes horribles qu'il avait commis au cours des dernières décennies étaient le résultat des injustices qu'il pensait avoir subies tout au long de sa vie, depuis le temps misérable passé en prison jusqu'à la sombre enfance qu'il avait eue. Il a ensuite déclaré au psychiatre que la vue du sang de ses victimes suffisait souvent à lui faire atteindre l'orgasme, et il a affirmé avoir consommé le sang de plusieurs victimes, buvant à même la gorge de l'une, puis à la tempe d'une autre, et léchant le sang sur les mains d'une autre victime. Lors du meurtre de Maria Hahn, il a expliqué qu'il avait consommé tellement de son sang que cela l'avait fait vomir. Curtin a comparu devant le tribunal à Düsseldorf le 13 avril 1931, ayant été inculpé de 9 chefs de meurtre et de 7 chefs de tentative de meurtre. Curtin a plaidé non coupable pour cause de folie à chaque chef d'accusation, mais il a ensuite changé d'avis et a décidé de plaider coupable. S'adressant au tribunal, il a déclaré « Je n'ai aucun remords. Quant à savoir si le souvenir de mes actes me fait honte, je vous dirai que repenser à tous les détails n'est pas du tout désagréable. J'y prends plutôt plaisir. » Quand le juge a demandé à Curtin s'il avait une conscience, il a répondu « Je n'en ai aucune. Jamais je n'ai ressenti le moindre scrupule dans mon âme. Jamais je ne me suis dit que ce que j'ai fait était mal, même si la société le condamne. Mon sang et le sang de mes victimes doivent retomber sur la tête de mes bourreaux. Les punitions que j'ai subies ont anéanti tous mes sentiments humains. C'est pourquoi je n'ai aucune pitié pour mes victimes. » Lorsque Curtin a été interrogé sur la raison pour laquelle il avait avoué ses crimes au départ, il a déclaré au tribunal que c'était à cause d'Auguste, affirmant « Pourquoi ne comprenez-vous pas que j'aime ma femme et que je l'aime toujours ? J'ai fait beaucoup de mauvaises choses, j'ai été infidèle encore et encore. Ma femme n'a jamais rien fait de mal. » Même lorsqu'elle a appris les nombreuses peines de prison que j'ai purgées, elle a dit « Je ne t'abandonnerai pas, sinon tu seras complètement perdu. » Je voulais assurer à ma femme une vieillesse sans souci. Notamment, l'accusation a fait témoigner 5 médecins et psychiatres différents qui ont affirmé que Curtin était légalement sain d'esprit et parfaitement maître de ses actes et de ses impulsions à tout moment.
De nombreux experts ont admis que la satisfaction sexuelle était un mobile important derrière les meurtres, qu'ils n'atteignaient qu'à travers la violence et en voyant la souffrance qu'ils causaient. Le docteur Karlberg a témoigné que les motivations de Curtin étaient à 90% le sadisme et à 10% la vengeance qu'il cherchait à infliger après avoir commencé à ressentir qu'il avait été lésé au cours de sa vie. Le docteur Berg a souvent parlé avec Curtin, qui a été longuement interrogé avant son procès. Curtin lui-même a reconnu lors de ses entretiens qu'il était motivé sexuellement et qu'il associait l'excitation sexuelle à des actes de violence cruels et brutaux. La grande majorité de ces crimes avaient été commis pendant qu'Auguste travaillait le soir, et le nombre de coups ou de blessures qu'il infligeait à ses victimes dépendait de la rapidité avec laquelle il atteignait l'orgasme. Au cours de ces entretiens, Curtin a également noté que l'arme qu'il utilisait lui importait peu tant qu'elle faisait couler le sang, bien qu'il ait admis avoir changé d'arme afin de semer la confusion chez les enquêteurs. Il a ajouté que beaucoup de ses victimes d'étranglement ultérieurs avaient survécu à ces attaques parce qu'il avait eu un orgasme très tôt pendant l'agression. Malgré ces entretiens enregistrés, Curtin se contredirait plus tard en affirmant qu'il avait commis des meurtres et des agressions pour se venger d'une société oppressive. Il affirmait qu'il cherchait à se venger des abus qu'il avait subis de la part de son père et de ceux qu'il avait endurés en prison. Il ajouta également que ses désirs tordus avaient recommencé à se former pendant son incarcération, expliquant qu'il enfreignait délibérément les règles afin d'être placé en isolement, où il pouvait avoir la paix et l'intimité nécessaires pour s'adonner à ses fantasmes. 10 jours après le début du procès de Curtin, le 22 avril, le jury a délibéré pendant 2 heures, avant de le déclarer coupable des 16 chefs d'accusation retenus contre lui. Le tueur en série, aujourd'hui âgé de 48 ans, n'a apparemment montré aucune émotion lorsqu'il a été condamné à mort. Bien qu'il n'ait pas fait appel de sa condamnation, il a tenté d'obtenir une grâce du ministre de la Justice, un opposant notoire à la peine capitale. Cependant, la demande a été officiellement rejetée le 1er juillet. Au cours de ses dernières semaines en prison, Curtin a écrit des lettres d'excuses aux proches de ses victimes, s'est entretenu avec son confesseur et a vu Auguste pour la dernière fois. Le 2 juillet 1931 à 6 heures du matin, Curtin a été guillotiné à la prison de Klingelputz à Cologne. Bien qu'il n'ait pas eu de dernier mot, il aurait demandé « Après que ma tête aura été tranchée, pourrais-je encore entendre, ne serait-ce qu'un instant, le bruit de mon propre sang jaillissant du moignon de mon cou ?» Ce serait le plaisir ultime, mettant fin à tous les autres. Après sa mort, la tête de Curtin a été sectionnée en 2 et momifiée. Son cerveau a été étudié et analysé pour voir s'il présentait des anomalies pouvant expliquer sa violence et ses agissements sinistres, mais les experts n'ont rien trouvé de particulier. À la fin des années 40, la tête de Curtin a été emmenée aux États-Unis et exposée au musée Ripley's Believe It or Not à Wisconsin-Dells, dans le Wisconsin. Les psychiatres s'accordent à dire que le comportement de Curtin résultait de son besoin égoïste de satisfaction sexuelle, prenant plaisir à infliger de la douleur pour satisfaire ses pulsions. Comme beaucoup de tueurs en série que nous avons étudiés sur cette chaîne, il semble que Curtin n'avait aucun intérêt à assumer la responsabilité de ses actes. Comme on l'a vu lors de son procès, lorsqu'il a déclaré « Mon sang et le sang de mes victimes doivent être sur la tête de mes tortionnaires ». Il croyait fermement que ce n'était pas de sa faute s'il était devenu un meurtrier violent et qu'il n'était simplement que le produit des abus et de la négligence de son père. L'avocat de la défense de Curtin, le docteur Alex Weiner, s'est effectivement opposé aux nombreux experts qui ont témoigné pour l'accusation. Il a affirmé que l'étendue même de la violence et des actes grotesques commis par son client était sûrement un signe de folie. Le docteur Weiner a trouvé le tueur en série si déroutant qu'il l'a comparé à une énigme, déclarant devant le tribunal « Curtin est le roi des délinquants sexuels parce qu'il réunit presque toutes les perversions en une seule personne. C'est cela qui est effrayant. Curtin est une énigme pour moi. Je ne peux pas la résoudre. Le criminel Harmon n'a tué que des hommes. Landru n'a tué que des femmes. Mais Curtin a tué des hommes, des femmes, des enfants et des animaux. Il tuait tout ce qu'il trouvait. Le docteur Weiner, pour sa part, n'avait pas tort. C'est peut-être le comportement de Curtin en tant que tueur en série qui est le plus mystérieux.
Entre ces différentes armes, les profils très variés de ses victimes et la diversité de ses crimes, il est l'un des tueurs en série les plus anormaux que nous connaissions. Si ses motivations peuvent être parfaitement claires, ce sont ses schémas de comportement, ou l'absence de ceux-ci, ainsi que le fait qu'il ait rejeté le profil classique du tueur en série que nous connaissons aujourd'hui, qui constitue alors l'aspect le plus déroutant de toute cette affaire.